Bienvenue à vous et merci d'être venu découvrir quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous. Combien parmi vous connaissent Axe? Je lève la main. La moitié à peu près, ouais. Bon. Je vais essayer de couvrir un peu tout. On a que 50 minutes, plus après les questions, donc bon, je vais essayer d'aller un peu vite, donc on commence tout de suite. Alors déjà, Axe, c'est quoi? C'est un toolkit multiplateforme. C'est comme ça que j'aime bien le définir. Actuellement, on gère plusieurs cibles. Donc du coup, on peut compiler vers C++, JavaScript, PHP, C#, Java, Swift, qui est Flash en fait, Neko et Python. Donc c'est aujourd'hui, je récupère un pointeur, on peut faire un petit peu tout ça. J'ai un souris dessus. On fait un petit test pour le pointeur. C'est pas grave. Hein. Peut-être faire le... Il y a un langage de programmation, qui est le langage Axe, qui cible plusieurs plateformes, sans virtual machine. C'est-à-dire, en fait, le principe, c'est que Axe est natif partout. Il ne s'agit pas d'avoir une VM sur chacune des plateformes qui fait tourner quelque chose. Donc, le but, c'est qu'elle soit native partout. Il y a des outils de bibliothèque, un compilateur multiplateforme, la bibliothèque standard. C'est un langage moderne, on va voir ça. Et c'est une façon de penser. On va commencer par la fin. Donc, qu'est-ce que Axe et comment est-ce qu'il se différencie d'autres choses? Alors, je vais parler un petit peu de moi d'abord. Je commençais à programmer quand j'avais 10 ans. Donc après, j'ai fait pas mal de langages. J'ai commencé en GW basique, après j'ai fait du Quick basique, du Turbo Pascal, de l'assembleur x86, du C, du C++, du Java, du Lisp, du OCaml, du Perl, de la chancerie, du PHP, de 3 autres trucs aussi. Là, c'est que le langage que j'ai utilisé, on va dire, suffisamment, on va dire, pour pouvoir dire que je les connais. Après, il y en a d'autres que j'ai étudiés un petit peu pour regarder un peu comment ça fonctionne. Et quand on commence à voir plusieurs langages et qu'on voit des évolutions, on se rend compte qu'il y a plein de points communs en fait, et que finalement, quand on apprend un langage de programmation, une fois qu'on a vu certains paradigmes, une fois qu'on a vu de l'objet, du fonctionnel et l'impératif, on se rend compte que toutes les choses sont à peu près équivalentes dans pas mal de choses. D'où est venue un petit peu cette idée de faire un langage qui rassemblait un certain nombre de features et qui finalement savent donner une couche d'abstraction autour de tout ça. Après ça, donc, j'ai cofondé Motion Twin, qui est une société. Qui connaît Motion Twin ici? C'est une société de jeux vidéo qui fait des jeux web à Bordeaux. Là-dessus, j'ai fait beaucoup de développement web, donc beaucoup de PHP, Flash.js, donc client et serveur. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de code qu'on voulait partager entre le client et les serveurs. Beaucoup de choses on a des logiques clients assez poussées parce que c'est des jeux, donc il y a beaucoup de checks côté client. Et en plus, on voulait reproduire ces checks côté serveur et c'était un petit peu embêtant d'avoir du code en double à synchroniser, etc. Plus toutes les communications qui avaient lieu, qui devaient être. À l'époque, c'était pas mal de XML et le JSON n'était pas encore trop développé. Donc, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un seul langage pour faire tout ça, à la fois le côté client et le côté serveur. Et on a développé, j'ai développé principalement Axe, qui était à l'origine fait que pour ça. Et petit à petit, Axe s'est étendu à de nouvelles plateformes et de nouvelles utilisations. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. C'est plus que pour faire du web, c'est pour faire plein d'autres choses que j'ai présentées. Après ça, j'ai quitté Motion Twin il y a 2 ans pour fonder Shiro Games, qui fait un studio de jeux vidéo indépendant. Je fais une petite présentation à 13h35 en FIDE si vous voulez en savoir plus là-dessus. Quels sont les buts de Axe? Le but, c'est de supporter toutes les plateformes mainstream. Donc mainstream, c'est-à-dire en fait toutes les plateformes qui sont aujourd'hui communément utilisées par une large communauté et qui font que ça correspond à un usage précis. Donc par exemple, si vous voulez, si demain il y a une nouvelle device qui sort et qui est avec un langage dédié, et il n'y a pas d'autre façon que de faire dans le langage. Si par exemple sur le prochain iPhone, il faut faire le langage d'Apple pour la cibler, il n'y a que ça, nous on créera un back-end pour ce langage et du coup on pourra cibler ces devices avec Axe sans avoir besoin que d'apprendre un nouveau langage. L'idée c'est aussi d'écrire d'une fois et de réutiliser partout. Alors c'est pas comme Java,
write once, run anywhere. Nous, c'est plutôt write once, reuse everywhere. C'est-à-dire en fait que le code que vous écrivez, vous pouvez ensuite le modifier ou l'adapter à une plateforme particulière, mais il tournera sur la plateforme nativement. Il ne s'agit pas de le... Il y a un certain nombre de garanties, bien sûr, sur la façon dont ils exécutent, mais on verra ça tout à l'heure. L'un des buts aussi, c'est de toujours natif, sans surcouche. C'est-à-dire en fait de pas... on ne veut pas être un langage qui rajoute d'une sorte de gros wrapper de surcouche sur toutes les plateformes et qui fait que ça ralentit ou que ce soit moins efficace que si on avait programmé dans le langage natif de la plateforme. Donc le but, c'est vraiment d'utiliser, être aussi proche que possible du natif. Voilà. Donc on fait beaucoup de génération de code pour ça. Par exemple, on génère du JavaScript, on génère du C++. Le but, c'est que le code soit généré, mais reste lisible. C'est-à-dire, en fait, par exemple, pour JavaScript, le code qui est généré par Axe ressemble quasiment à 100% avec le code Axe que vous avez écrit et ressemble aussi beaucoup à ce que vous auriez écrit si vous l'avez écrit directement en JavaScript. Donc, c'est pas comme, par exemple, ASMJS qui va sortir un truc qui sera complètement illisible et non... Enfin, dire... Voilà. L'une des design goals aussi de Axe, c'est qu'on fait confiance aux développeurs. Donc on a beaucoup de... Par exemple, je sais que Java est un langage qui essaie beaucoup de protéger le développeur ou les développeurs contre leurs propres erreurs. Nous, on a quelque chose qui est très strictement typé aussi, mais on a beaucoup de features où on dit, à partir du moment où l'utilisateur dit explicitement qu'il veut faire quelque chose, on le laisse faire, parce que justement, il va dire qu'il a envie de le faire, donc on n'a pas raison d'en empêcher. Et finalement, le but, c'est de ne pas être captif d'une technologie particulière, c'est-à-dire en fait qu'on est indépendant par rapport à toutes les grosses sociétés du web, que ce soit Google, Mozilla, etc., Apple, et donc du coup, on peut se permettre de cibler un peu tout et de ne pas vous enfermer dans une technologie particulière. Aujourd'hui, avec Axe, on peut quasiment tout faire ce qu'on fait aujourd'hui en programmation, et on cherche à garder cette indépendance jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on fait avec Axe ? Donc là, j'ai montré un petit exemple très rapide. Qui connaît Prezi ici? Prezi, quasiment tout le monde. Donc Prezi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de présentation sur le web qui permet de faire des présentations très dynamiques, un peu une sorte de PowerPoint, mais beaucoup plus amélioré. Donc Prezi utilise Axe. Ils ont entièrement porté leur client en Axe.js. Alors Axe.js, ça veut dire que c'est Axe et ils ciblent la plateforme JavaScript. Donc le code est écrit en Axe et ils compilent vers JavaScript. Donc aujourd'hui, tout leur client est porté en Axe.js. Et ça leur permet de maintenir un gros client qui est assez complexe, avec pas mal de features dedans. Et donc, grâce à Axe, ça va plutôt l'avoir écrit en JavaScript, ça leur permet de faire une maintenance beaucoup plus poussée. Le langage Axe. Axe est basé sur des classes, donc rien de nouveau là-dessus pour tous ceux qui ont fait du Java ou du PHP, etc. C'est un mélange object-oriented et fonctionnel, c'est-à-dire en fait on a les deux paradigmes disponibles. Vous avez à la fois des classes, des interfaces, etc. Et en même temps, vous avez des fonctions strictement typées qui vous permettent de faire passer les fonctions en paramètres, de retourner des fonctions, etc. Donc, tous ceux qui ont fait un peu de fonctionnel savent de quoi je parle. Ce n'est pas un langage qui est considéré comme pur object-oriented, parce que dans le langage pur OO, en fait, tout est un objet. Ce n'est pas le cas dans Axe. On a plusieurs types, des core types. On a donc des classes, des interfaces. On a aussi des typedef qui sont juste en fait des alias d'un type à l'autre. Donc si on dit typedef A égale array de int par exemple, donc ça veut dire que on renomme un type. On a les structures qui sont des collections de champs qu'on verra tout à l'heure. On a les enums aussi, on verra tout à l'heure, et les abstracts qui sont un autre type. Donc, et ça, on va dire là-dedans, bon, effectivement, les instances de classe et d'interface sont des objets, mais tout le reste ne sont pas des objets. On a aussi des fonctions, je ne vais pas noter ici. Tout ça, ce sont des types, on va dire, qui sont différents et qui ont chacun leur typage. On ne cherche pas à unifier tout sous forme d'objets, parce qu'en termes de runtime, ça voudrait dire qu'on doit tout forcément wrapper avec des objets. Et pour des raisons de performance, on ne le fait pas et ce ne serait pas forcément une bonne idée. On a une syntaxe très classique. Vous allez voir tout à l'heure quelques exemples, ça vous pourrez les lire immédiatement. Si vous avez fait du Java, du JavaScript ou du C, c'est très classique, c'est pas de trucs trop exotiques là-dessus. Et c'est une volonté aussi par rapport à ça, c'est qu'on veut que le langage soit facile d'accès à n'importe qui ait fait, je dirais, un autre langage programmation dans cette famille de langages, qui puisse facilement découvrir le langage, s'y adapter et puis le comprendre.
On a une feature aussi dans le langage qui s'appelle l'inférence de type. Je ne sais pas qui connaît l'inférence de type ici. Un petit peu, oui. Voici un programme Axe, donc une fonction foo. Donc en fait, vous voyez bien qu'il n'y a aucun type écrit ici, d'accord? On n'a pas écrit un seul type, ça ressemble à du JavaScript ou un truc un peu avec des itérateurs. Bon, il y a quelques trucs qui sont un peu différents, mais bon, n'importe qui peut comprendre ça. Enfin, je pense que la plupart de vous ne pouvez pas comprendre ça. Là, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire tourner l'inférence de type. Donc, on va le faire ensemble. On a une fonction foo avec une variable k. On ne connaît pas son type. Donc, à ce niveau-là, le type est une none, c'est-à-dire en fait qu'on ne connaît pas. On va déclarer une variable str dans laquelle on va associer une string hello world. Donc là, automatiquement, comme on associe une string dans la variable, on sait que la variable est typée en string. Ensuite, on va créer un tableau vide et l'associer à A. Donc on sait que A est un tableau de une none, parce que les tableaux en Axe sont typés, donc le contenu est typé. Donc on sait que c'est un tableau, on ne sait pas son contenu. Ensuite, on va itérer de 0 à k. Ah, tiens, du coup, on ne connaissait pas k, mais là, on se rend compte que c'est en entier, puisqu'on itère de 0 à k, donc il y a de fortes chances que k soit en entier. Et donc i, c'est un entier aussi, puisqu'on itère de 0 à k, donc i est un entier. Ensuite, du coup, on va splitter la string. Donc ça va nous renvoyer un tableau de string. D'accord? On split des espaces. Et donc, du coup, word, ça va être, quand on itère sur un tableau de string, ça va être une string. Et ensuite, on va pusher dans le tableau ici le word. D'accord? Donc, du coup, on sait que c'était un tableau, donc on sait qu'on a push dedans. Et comme on push un string, eh bien, ça va être un tableau de string qu'on retourne. Et donc, du coup, le compilateur, lui, il va typer ça comme ça. Il va dire que foo, c'est quelque chose qui prend un int et qui renvoie un tableau de string. Okay, donc ça, c'est entièrement typé, sauf qu'on n'a pas écrit de type. Okay, c'est ça l'inférence de type. C'est assez puissant parce qu'elle permet d'écrire du code et finalement de pouvoir le refactoriser sans avoir à changer les types partout. Et on est quand même type safe, c'est-à-dire en fait le compilateur vérifie tout. D'accord? Des questions là-dessus? Non? L'idée, c'est que dans Axe, le compilateur est un allié, c'est pas un ennemi. Souvent, il y a beaucoup de programmeurs qui n'aiment pas trop les compilateurs parce qu'ils ont l'impression de se battre un peu contre le compilateur, parfois en disant je vais écrire ça, mais le compilateur ne me laisse pas écrire ce que je veux. Dans Axe, on essaie justement dans toutes les features qu'on fait, de faire que le compilateur est là pour vraiment vous aider et pas vous pouvez écrire des codes très complexes comme ça, sans avoir écrit de type, et le compilateur va vous dire exactement où sont vos erreurs. Et le but, c'est de pas que vous ayez à écrire plein de choses qui sont finalement inutiles et qui sont juste là pour vous ralentir. Et finalement, voilà, le but, c'est que le compilateur soit vraiment votre allié. On a notre truc, par exemple, que certains langages strictement typés ne font pas, c'est qu'on a rajouté un type qui s'appelle dynamic. Et il est très très puissant puisqu'il permet de faire tout ce qu'on veut. Il suffit de typer une variable x comme ça en dynamic. On peut lui mettre n'importe quoi à droite. On a le droit de faire ce qu'on veut avec. Et c'est sous la responsabilité du développeur. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où on fait du dynamique, on peut accéder à tous les champs, on peut appeler des fonctions, on peut faire plein de choses. On bypass complètement la vérification du compilateur. C'est-à-dire, en fait, que c'est open bar, quoi. Donc, ça permet un accès direct et sans filet, donc vraiment sans filet de protection à la plateforme. Ça permet d'utiliser, effectivement, grâce à ça, vous pouvez accéder à n'importe quelle feature de la plateforme. Si vous récupérez par exemple un objet JavaScript, depuis l'API JavaScript, vous le typez en dynamique, vous pouvez accéder à ces fonctions, à ces champs, n'importe quoi, et il n'y a aucun check là-dessus. Si vous voulez le faire checker, c'est possible aussi, on verra tout à l'heure. Mais effectivement, c'est pas garanti, forcément, parce que vous bypassez le type system. Si par contre vous voulez faire de la réflexion, vraiment, c'est-à-dire en gros lister les champs, récupérer les valeurs, tout ça, d'une façon cross-platform, c'est-à-dire avec des garanties cross-platform, il y a une API qui s'appelle Reflect qui est fait pour ça. Parce que quand on fait du dynamique, en fait, on retombe sur les caractéristiques de la plateforme. C'est-à-dire, en fait, si j'ajoute deux variables dynamiques entre elles, je ne connais pas leur type, ce qui va se passer, est-ce que ça va faire une erreur, est-ce que ça va... Si j'ajoute, par exemple, si je fais nul plus nul en dynamique, qu'est-ce qui va se passer ça dépend de la plateforme, en fait. Tandis que quand c'est typé, on a des comportements qui sont spécifiés. Un autre truc qu'on a, c'est un sous-typage structurel. Donc on va voir un petit peu. Donc là, un type def, on définit un type def et à droite, c'est une structure. Une structure, c'est un x et y, donc on définit c'est n'importe quel objet qui a ces deux champs. D'accord. Et là, on a une fonction de distance qui prend B2 anyPoint.
donc du coup qui peut accéder au... Alors là, on rajoute des types parce qu'on n'est pas obligé de le faire, hein, mais, parce que si on ne le fait pas, il va inférer... alors si on ne le fait pas, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir que c'est des objets qui ont des champs x et y. Le seul truc, c'est qu'il va les inférer par défaut en int, parce qu'il a le choix entre int et float, et il choisit toujours int par défaut. Donc si on fait ça, en fait, ça va marcher. On va avoir une fonction qui prend deux objets qui ont des champs x et y et un int, mais on ne va pas pouvoir les avoir en float. Donc si on veut les faire en float, on définit le type et on les type ici, c'est possible. Donc on fait ça. Donc là, on a une fonction de distance. Et du coup, on peut passer n'importe quelle fonction de distance, on peut passer n'importe quelle, soit des structures, comme ça, qui ont un champ x, y, soit on passe n'importe quelle instance de classe qui a ces champs x et y. C'est pas nécessaire de sous-typer ou de faire des archiclasses, compagnie. À partir du moment où il y a x et y en float dans la classe, on peut passer n'importe quoi, ça fonctionne. Voilà. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. On a les itérateurs aussi. Donc en gros, on peut itérer sur n'importe quelle chose qui est itérable. En interpolation de chaîne, on peut dire, voilà, mettre des variables dans les chaînes et des expressions complètes. On a les compréhensions d'arrêt qui nous permettent de dire, bon, là on crée un arrêt avec un itérateur, ça nous crée automatiquement l'arrêt itéré. Et on peut faire pareil avec un if x modulo 3, donc là on récupère que les valeurs dans le modulo 3 égale 0. Voilà. Ok. On a des enums. Alors les enums en Axe, ça permet de définir des valeurs. Donc comme dans la plupart des langages, on a des enums, on peut définir red, green, blue, mais on peut aussi mettre des paramètres. C'est-à-dire en fait, on veut dire gray avec une certaine quantité ou un mix de deux couleurs. Donc une récursion sur les enums. Alors comment est-ce qu'on récupère ces paramètres? Pour ça, on utilise ce qu'on appelle le pattern matching. Donc on va voir par exemple le color. Donc effectivement, ici on va voir, on récupère la color. Donc si c'est rouge, c'est ce code-là. Si c'est green, c'est ce code-là. Si c'est blue, c'est ce code-là. Si c'est gray, là on va capturer la valeur V qui avait été passée à la construction de l'enum. Et automatiquement, on peut du coup l'utiliser pour faire des calculs. Et pareil, quand on fait en mix, on peut arriver à faire des récursions. Bon, c'est très très puissant pour les enums comme ça, avec les paramètres sont très très puissants pour modéliser des données. Parce qu'on peut faire des récursions, on peut faire des arbres, c'est très, très, très pratique. Axe est conçu pour être efficient. Donc dès le design du langage, on l'a designé pour qu'il puisse être compilé efficacement, quelle que soit la plateforme. C'est-à-dire en fait, quelles que soient les features de la plateforme, par exemple, je vais donner un exemple ici qui est assez parlant, les propriétés. Les propriétés, c'est ça, en Axe. On définit une variable âge avec get et set. Donc c'est les accesseurs, on dit que elle est accessible en lecture avec un getter et en écriture avec un setter. Et donc du coup, on définit des fonctions getAge et setAge qui vont être là. Ce que font les propriétés en Axe, c'est qu'à la compilation, il va remplacer tous les accès en âge en lecture par des getAge et par les appels à getAge et tous les accès de âge en écriture par des setAge. D'accord? Ça y est, la compilation, c'est fait. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas forcé que la plateforme cible ait un support natif pour les propriétés. D'accord? Ce qui fait qu'on compile, par exemple, vers du JavaScript 1.3 qui n'a pas de support pour les propriétés, sans problème, puisque du coup, comme c'est remplacé à la compilation, il n'y a pas de problème au runtime. D'accord? On n'a pas besoin de support runtime pour ça. Donc c'est ce design, c'est le fait de spécifier que c'est remplacé à la compilation, ça nous permet justement de dire que on n'a pas besoin de support runtime pour ça, et donc du coup, on n'a pas besoin de faire un check à chaque fois qu'on accède à une propriété qui s'appelle âge, est-ce qu'il y a un getter, compagnie, au runtime. C'est fait à la compilation, après au runtime, ça n'a pas d'impact. Il y a beaucoup plus dans le langage, donc RTFM. Axe, c'est fait pour quoi? Alors oui, une autre façon d'utiliser Axe, je ne sais pas si vous connaissez TiVo. Si vous connaissez TiVo ici, c'est une grosse société américaine qui fait un peu l'équivalent de la Freebox aux États-Unis. Donc ils ont une set-top box, donc qui est une sorte de... Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est un enregistreur avec, qui peut enregistrer plein d'émissions de télé, etc. Donc c'est fait pour tous les gens qui sont des gros consommateurs de télé, qui veulent enregistrer plein d'émissions, se les partager, etc. Et donc c'est une grosse société aux États-Unis. Ça c'est connu, et ils ont porté environ 1 million de lignes de code qu'ils avaient, toute l'interface utilisateur de leur DVR, ils l'ont porté en Axe. Et grâce à ça, justement, ils ont eu des meilleures performances. Je fais un double clic. Et ils ont eu
des meilleures performances, comme ils ont compilé justement en C++, ils l'ont écrit en Axe, donc avec un langage de haut niveau, et ils ont généré en plus ils ont généré le C++ équivalent, et après ils ont compilé C++ pour avoir un truc natif. Et ça leur offre en plus de nouvelles possibilités, parce qu'aujourd'hui, comme ils ont leur code en Axe, ils peuvent facilement le porter vers des plateformes comme justement les devices, les mobiles Amazon, de manière à ce que vous puissiez retrouver vos émissions de télé sur ce genre de device sans avoir je dirais, à écrire tout le code, ce qui est intéressant. Et tout en permettant justement d'adapter certains codes, l'UI. Si en gros l'idée c'est pas de faire tourner l'UI tel quel, parce que l'UI sur une télé ou sur un mobile c'est pas la même chose. Donc ils ont tout leur framework d'UI qui est disponible avec toute leur logique métier, etc. Et après, effectivement, la façon dont ils vont assembler ça va être différente sur les plateformes, et Axe permet de faire ça aussi. Le bibliothèque standard. Alors, bibliothèque standard, l'idée c'est que les piles sont incluses, donc batterie incluse en anglais. Je ne sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en français exactement, je dis les piles sont incluses. Bon, ouais. Elle est multiplateforme, donc on a une bibliothèque standard qui est entièrement multiplateforme, c'est-à-dire en gros que la bibliothèque standard est garantie de tourner de la même façon sur toutes les plateformes. Elle est spécifiée et elle est testée. C'est-à-dire on a des milliers de tests unitaires pour vérifier que, avec l'intégration continue, pour vérifier que ça fonctionne sur toutes les plateformes, que ce soit les mobiles, les desktops, les différentes versions de desktop, les différentes versions de navigateur. On tourne même sur 8. Yeah. Donc ça contient ce genre de choses, la bibliothèque standard, donc le string, array, map, date, mat, les bytes, XML, JSON, reflect, type, expression régulière, les file HTTP, Unicode, sérialisation, la cryptographie, accès au zip, de l'IO binaire, etc. Bon, tout ce genre de petites choses qui sont bien pratiques pour faire ce qu'on appelle la code logique, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne la manipulation logique du données. Ensuite, on va avoir des packages spécifiques. Donc, par exemple, on va avoir un package js.html qui va contenir l'API HTML5 complète et typée. Donc, vous avez accès à toute l'API HTML5 si on voulait faire du Axe avec ce package-là. Bien sûr que celle-là est disponible qu'en JS. D'accord. Vous avez une API qui s'appelle sys aussi, un package sys, qui donne une API système avec tout ce qui est file, process, network, etc., qui est disponible pour toutes les plateformes qu'on appelle système, à savoir toutes les plateformes qui tournent en général sur le desktop ou sur le serveur, donc ça va être PHP, Java, C#, etc. Vous avez toute la liste des API sur api.x.org. Donc du coup, il y a on a une bibliothèque standard et des bibliothèques spécifiques à une plateforme. Et donc après, les gens se servent de ces deux choses pour créer des bibliothèques un peu plus haut niveau qui sont cross-platform. Donc pour ça, on va utiliser par exemple la compilation conditionnelle. Donc ça, c'est une fonction, par exemple, c'est une fonction print. Alors c'est un exemple, hein, la fonction print est déjà disponible dans la bibliothèque standard, mais pour vous donner un petit peu la façon dont on peut implémenter une fonction print cross-platform en Axe, on va faire comme ça. Donc on va définir une fonction print avec une string. Si c'est en JavaScript, on va faire un console log. Voilà. Si on est en système, on va faire un sysprintln, ça va sortir sur la sortie standard du truc. Et sinon, on va dire, par exemple, not supported on this platform, par exemple. Voilà. C'est un exemple, on va dire, de compilation conditionnelle qui nous permet de dire, suivant la plateforme dans laquelle on utilise tel code ou tel code ou tel code. Alors, il y a différentes façons de faire ça, hein, et après, il y a des façons plus découplées où on définit des interfaces avec des implémentations différentes. Mais là, c'est une façon, on va dire, qui permet de rapidement, on va dire, rajouter des exceptions, des façons différentes d'implémenter les choses en fonction de la plateforme pour créer des API cross-platform. Et après, une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on peut servir de print, quelle que soit la plateforme, et on aura des comportements différents. En plus de ça, on peut optimiser. Donc l'idée, c'est d'encapsuler. Donc là, on encapsule un comportement, je dirais, plateforme spécifique dans un comportement cross-platform, et après, on peut réutiliser la fonction print. Et ensuite, on peut l'optimiser. Il suffit de rajouter, par exemple, le inline ici, qui est un mot-clé Axe, qui fait que quand cette fonction sera appelée, automatiquement, on va prendre le bout de code ici et on va l'insérer dans le code à l'endroit où est appelé. Ça va même pas nous coûter l'appel d'une fonction supplémentaire. Donc le inline est assez important dans Axe, qui nous permet justement de créer des wrappers, on va dire, parce que là c'est un wrapper, hein, on crée une abstraction print, mais sans qu'il y ait un coût du wrapper, qui est potentiellement de faire des appels de fonctions en plus, etc. Donc là, automatiquement, quand on met une line, c'est comme si on avait écrit, quand on appelle print, c'est comme si on avait écrit directement sysprintln à cet endroit-là, d'accord? Ça va, vous suivez? Oui.
Non, il n'y a pas de risque de variable, les variables sont bien substituées, donc il n'y a pas de collision entre les variables, c'est garanti, hein, oui, pas de problème. On a un compilateur donc multiplateforme. Low batterie, on va faire vite alors. C'est pas mon PC en plus, j'ai pas le truc. Alors on va faire un petit cours de compilation rapide. Je vous expliquais un petit peu que Axe c'est pas de la magie noire. On va essayer de compiler ensemble cette fonction, enfin cette expression on va dire plutôt. Donc if value supérieur à 48, print hello plus world. Ok, ça va, tout le monde suit, pas très compliqué. Ok. Donc ça en fait, on va voir ce que fait le compilateur de Axe pour traiter tout ça. Donc d'abord, alors en première étape, il va lexer, on appelle ça lexer, le programme en token, d'accord? Les tokens sont des unités syntactiques. Donc en fait là, c'est là où on commence à connaître un petit peu qu'est-ce qu'est la syntaxe du langage. Donc le lexeur, il sait ça, et il va séparer on va dire ça c'est une chaîne de caractères, d'accord? C'est des données, c'est une chaîne de caractères, on l'a lu d'un fichier. On a cette grosse chaîne de caractères qui contient ce code-là, et on va essayer de le transformer, de le compiler. Donc, c'est la façon dont on lexe ça. Donc là, c'est un mot-clé, if. Ensuite, ça, c'est une parenthèse. Ensuite, là, on a un identifieur, un value. On a un opérateur supérieur, un entier 58, une parenthèse, un identifieur print, string, etc. Bon, voilà. On a à peu près tous les d'ailleurs, il manque une parenthèse ou ici. Vous avez l'idée, quoi? C'est on lexe. Si on a un lexeur qui fait ça, ça fera des bugs même. On transforme une chaîne de caractères en une liste de tokens, d'accord? Une fois que c'est une liste de tokens, on récupère donc la liste de tokens. On va les parser. Donc les parser, c'est-à-dire qu'on va prendre les tokens un par un, et en fonction de la syntaxe du langage, à nouveau, on va justement construire ce qu'on appelle un arbre de syntaxe abstrait. Donc ça va ressembler à ça. Ah, c'est un peu coupé. Bon, vous avez les hello plus world ici. Donc, un arbre syntaxe, c'est un arbre dans lequel l'ensemble du langage est déployé. Donc là, par exemple, on a if. À gauche, ça va être la condition. À droite, ça va être qu'est-ce qui se passe si le if est true. D'accord? Donc la condition, ici, on a un opérateur. L'opérateur, c'est supérieur. Et à gauche, c'est ce qui est à gauche de l'opérateur. Et à droite, ce qui est à droite de l'opérateur. D'accord? Donc if value supérieur à 58. Et là, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais le if est true? On va faire appeler print. Et là, on voit nos opérateurs avec deux valeurs hello et world. Ok? Ça va? Pas très compliqué? Bon. Donc le parseur, c'est lui, il transforme ça en une sorte d'arbre. Voilà, on récupère juste le root, là, qui est le haut, et tout en dessous, on a toutes les informations. Ensuite, le compilateur, on va vérifier ce programme et le typer. C'est-à-dire, en fait, on va rajouter, on va parcourir le programme de haut en bas. Donc, par exemple, on voit if, on va descendre d'abord le plus profondément possible. On va voir que value, ici, on va vérifier dans notre contexte qu'elle existe. Et on va dire, bon, ben, elle existe, et en plus, c'est un int. OK, bon, on la type en int. Ensuite, on va regarder à droite, on va voir 58, bon, c'est un entier, donc ça, on type en int directement, ça existe toujours. Et on va voir, effectivement, quand on compare deux entiers, ça donne un booléen, d'accord? Ça tombe bien, if, à gauche, dans son condition, il accepte que les booléens en axe. Donc c'est bon, c'est valide. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On descend ici tout en bas. D'abord, tout en bas d'abord. On voit hello, c'est une string, hop, on note en string. World, c'est une string, on note en string. Quand on additionne deux strings ensemble, ça fait une string. Okay, et ensuite, print, on vérifie qu'elle existe à nouveau, qu'elle existe dans notre contexte. On a bien une fonction print disponible. Elle prend bien une string en paramètre, donc ça fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur, et elle renvoie void. Et voilà, c'est fini. On a typé, et donc du coup on a des types à chacun des endroits, et on a un programme qui est vérifié et typé. Une fois qu'on a fait ça, on va l'optimiser. C'est-à-dire on va passer de ça, et on se rend compte qu'il y a des trucs qui sont optimisables. Donc par exemple le fait qu'ici, pouf, on avait deux strings constantes qu'on pouvait additionner, et donc on peut créer une seule string hello world directement. Qui fera qu'on n'aura pas besoin de faire le plus au runtime. Donc c'est une optimisation qui est relativement simple. Et une fois qu'il est optimisé, on va générer. Donc on va parcourir la ST qu'on a créée, et on va générer par exemple du PHP. Ça c'est l'équivalent PHP de la ST, où on va générer du Python. Voilà. Donc voilà, c'est pas très compliqué, on va dire, c'est juste c'est beaucoup plus compliqué que ça dans la pratique, mais on va dire vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne.
L'idée de Axe, justement, c'est que ça nettoie n'importe quel langage, j'ai même PHP. C'est en gros que c'est un langage qui est basé quand même sur sur des théories de langage assez sérieuses. C'est pas un langage bricolo dans le grenier, quoi. Et du coup, ça vous permet quand même d'utiliser le runtime, je dirais par exemple, si vous utilisez PHP au quotidien sur votre serveur et vous ne voulez pas en sortir pour des raisons qui vous sont propres, vous pouvez quand même utiliser Axe et générer du PHP, par exemple. Ça vous permet quand même d'avoir un langage un peu sérieux tout en continuant d'utiliser l'existant. C'est justement le deuxième point. On conserve l'existant, vous pouvez conserver votre code existant, vos bibliothèques existantes. Il suffit de créer des wrappers, enfin des wrappers ou des définitions pour pouvoir accéder à ces bibliothèques d'une façon typée, ou utiliser dynamique au pire. Et donc ça vous permet de continuer à utiliser tout ça tout en étant un peu plus dans la bonne voie côté programmation. Quand une équipe de développement utilise Axe, c'est important parce que même si vous travaillez à différents endroits, même s'il y a des gens qui font du client, du serveur, du mobile, etc., tout le monde parle le même langage, dans le sens du langage de programmation. Et ça permet une meilleure communication au niveau de l'équipe, ça permet vraiment des échanges plus importants, ça permet de partager du code, partager beaucoup de code. On voit souvent des problématiques de spécification de XML ou de JSON avec des communications entre les clients et serveurs. Là, en Axe, il suffit d'avoir la bibliothèque qui passe du JSON au data et du data au JSON, et elle est commune aux deux à la fois au client et au serveur, à l'équipe client et à l'équipe serveur. Les deux peuvent la maintenir, les deux peuvent la modifier, et il n'y a qu'une seule version pour les deux. Voilà. Ça permet de réutiliser le code sur d'autres plateformes, donc c'est un exemple que je donnais effectivement, mais ça permet aussi après de se dire, bon, mais plus tard, mon projet, je veux qu'il tourne sur mobile. Bon, bah, peut-être j'ai pas besoin maintenant, mais peut-être plus tard, j'ai envie qu'il tourne sur mobile. Au contraire, je fais du mobile, et plus tard, j'en veux une version web. Bon, mais voilà, on commence d'abord. Le but, c'est pas d'avoir une approche. Alors, si dès le départ, on a une approche très cross-platform, on peut le faire en Axe, mais il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ben, je l'écris en Axe, je suis tranquille, comme ça, plus tard, si je veux aller sur d'autres plateformes, je pourrais le faire. Voilà. C'est aussi, il y a une partie du boulot qui est déjà fait. Ça permet quand même, c'est assez facile à maintenir à long terme. C'est pas un langage trop complexe par rapport à d'autres langages de ce style-là. On essaie de faire un truc qui est quand même assez accessible, qui fait que la plupart des gens peuvent l'utiliser, qui a quand même des capacités assez puissantes, mais qui est facile à maintenir pour une équipe assez large. Et c'est très très rapide. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure, la compilation, le typage, etc. On a peut-être l'un des compilateurs les plus rapides dans ce qui se fait. On arrive à typer et à compiler des dizaines de milliers de classes en une dizaine de secondes, un truc comme ça au plus. Donc c'est quasiment instantané pour des projets de taille moyenne. Et pour les projets de taille plus grosse, on a des solutions, j'en parlais tout à l'heure. Il y a quand même quelques problématiques que je vais expliquer. C'est pas non plus, je ne vais pas vous vendre le super rêve avec tout est joli et il n'y a aucun problème. Il y a quelques problématiques. L'une des problématiques, c'est qu'on n'a pas encore des buggers cross-platform qui fonctionneraient sur toutes les plateformes et tout ça. Donc actuellement, je dirais, l'une des possibilités que vous avez toujours, c'est de débugger dans le langage cible, dans le code généré. Bon, ça c'est une des problématiques. On essaie d'y travailler, on n'a pas encore de solution parfaite. Mais bon, il y a le code le plus facile à lire. Relativement facile à lire quand même le code qu'on génère. Il y a des solutions qui existent. Par exemple en C++, il y a un début de debugger qui fonctionne à peu près. En JavaScript, on utilise le source map qui vous permet de stepper dans le code Axe directement plutôt que d'utiliser le code source généré. Flash et Neko, ça fonctionne bien. Tout l'error reporting se fait bien dans les fichiers HX. C'est pas dans les fichiers, il n'y a pas de fichier intermédiaire en fait, c'est du compilation bytecode direct. Et C# et Java, bientôt, pour l'instant, on génère encore du code source C# et du code source Java, mais on a le projet dans l'année à venir de remplacer ça par une compilation directe vers du bytecode Java et du MSIL, donc en gros, le langage intermédiaire C#, qui permet donc du coup de référencer toutes les positions du code dans le code source Axe et pas dans le code généré intermédiaire. Voilà. Les outils sont perfectibles aussi, on travaille un peu dessus. Il y a par exemple, tout ce qui est refactoring, etc., dans l'IDE, vu qu'on a beaucoup d'inférences de type, c'est un peu plus compliqué. On y travaille, on a des choses sur lesquelles on travaille là-dessus pour essayer d'améliorer ça.
Donc voilà, on va dire, je dirais, c'est les deux grosses problématiques qui reviennent le plus souvent quand les gens font du Axe. C'est les problèmes, je dirais, de debugging et d'outils disponibles. Par rapport à ce que vous êtes habitué. Ça dépend. Si vous utilisez déjà pas de debugger et pas de refactoring d'IDE, ça ne va rien vous changer. Autre feature qu'on a dans le compilateur, c'est ce qu'on appelle la lignation de code. Donc ça vous permet le compilateur est assez intelligent pour se rendre compte que vous avez une énorme bibliothèque dont vous utilisez 3 fonctions et elles ont 2 dépendances derrière, mais vous n'avez pas besoin d'inclure tout le code de la bibliothèque. Et donc le compilateur va automatiquement vous permettre de récupérer que les parties, uniquement les fonctions qui sont utilisées, leurs dépendances, etc. Et donc de réduire énormément le code source, enfin le code de sortie, ce qui peut être intéressant si vous faites par exemple du JavaScript, que vous utilisez framework, ce genre de choses. Ça s'active avec DCE full. La complétion, c'est-à-dire le fait d'avoir, quand on fait point, d'avoir la liste des champs et tout ça, c'est supporté par le compilateur. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'inférence de type qui est assez complexe, on va dire. Enfin, elle est relativement simple, mais on ne veut pas que chaque IDE doive réimplémenter l'inférence de type. Donc du coup, on a un compilateur qui intègre l'inférence de type. Donc du coup, il suffit d'appeler le compilateur en disant je veux la complétion à tel endroit dans le programme, et hop, il renvoie un XML avec la liste des champs. Et du coup, les compilateurs peuvent facilement intégrer ça, enfin les IDE, pardon, peuvent facilement intégrer ça. Ce qui nous permet d'avoir une complétion efficace, quel que soit l'IDE. On a un serveur de cache de compilation aussi pour des gros projetants qui nous aide pour la complétion, en particulier pour la voir en 10 à 20 millisecondes rapidement. Donc on va cacher, on va dire, tout ce qui a été compilé et pouvoir le réutiliser justement la prochaine compilation. Ce qui fait que quand vous avez des grosses codes base, ça vous permet de faire des compilations très rapides. Et on a des macros. Mais avant d'aborder les macros, je vais juste vous présenter un truc. C'est un jeu qu'on a fait en Axe qui s'appelle Evoland, qui est entièrement écrit en Axe. On a vendu 400 000 exemplaires environ, donc c'est un bon succès commercial. Et donc ça c'est fait par... ça utilise Ips.io, qui est un moteur 2D 3D qui permet de faire des jeux. Ça supporte le WebGL et le Stage 3D pour l'instant. Et ça permet donc de faire des jeux en Axe, cross-platform. Alors les macros. Comment on décrit les macros ? Le principe de macro, c'est que c'est un programme qui s'exécute à la compilation. D'accord ? Normalement, le programme, quand vous le lancez, vous le compilez, et après, au runtime, il s'exécute. Là, c'est un programme qui va tourner à la compilation. D'accord ? Il prend en paramètre du code, non pas des valeurs, mais du code, et il retourne un autre programme. D'accord ? C'est un peu compliqué à expliquer, donc je vais vous montrer un petit exemple. Ça, c'est une macro, donc macro fonction, d'accord ? Get build date. Ici, on prend date to notes au string, donc en fait, on prend la valeur string de la date, d'accord ? Et on va renvoyer un programme qui est la constante string de cette date, qui va. Alors celui-là, il s'exécute au moment où on appelle la macro dans le code, à l'endroit où on l'a appelé. Ça va exécuter ça vraiment à la compilation, et ça va renvoyer ce programme-là, qui à son tour va être compilé, d'accord ? Donc là, on va renvoyer, on va dire, une string dans le code qui va être insérée à l'endroit où on a appelé cette fonction. Et donc, on va avoir la date au moment où le programme a été compilé qui va être inséré. Ça va ? Vous imaginez ? L'avantage, c'est qu'on peut faire plein de choses avec ça. Vraiment plein de choses. On peut accéder aux fichiers déjà depuis les macros. Donc, même si vous êtes sur JavaScript, par exemple, vous pouvez lister les fichiers dans le répertoire pour créer des ressources, on va dire, faire de la réflexion, enfin plein de choses. On peut accéder à tous les types du programme, c'est-à-dire en fait regarder quels sont les types qui ont été déclarés, quelles sont les classes qui ont été déclarées, etc. On peut modifier les AST, c'est-à-dire régénérer des champs supplémentaires, etc. En changer, c'est très simple. Mais la seule chose qu'on peut faire, c'est modifier la syntaxe. On ne peut pas introduire de nouvelles syntaxes dans Axe avec les macros. Quelques exemples rapides. On a un ORM qui est fait avec ça. Donc en gros, vous allez écrire vos requêtes SQL sous forme d'une expression Axe. Elle va être vérifiée par rapport à la table que vous avez déclarée et ça va être compilé en SQL à la compilation. On va avoir un shader. Tout ça, vous pourrez trouver sur le site Axe. Vous cherchez les mots-clés. Donc on a un truc qui s'appelle HXSL. C'est un langage de shader
type GLSL, etc. Donc c'est un langage shader pour la 3D, qui est écrit en Axe. Donc on écrit directement le shader 3D dans le code Axe. Il est compilé et automatiquement on va générer tous les paramètres et tout ça sous forme de champs accessibles dans la classe. Donc voilà, ça permet d'avoir un autre langage à l'intérieur de Axe. On a un truc qui s'appelle CastleDB. C'est une database statique, donc en gros, par rapport à Dynamics, il n'y a pas de requête SQL dedans, c'est juste que on crée les données et on les insère, c'est pour des données statiques. Et comme c'est très structuré, on va créer des données avec, par exemple, une liste d'items dans un jeu ou une liste de données statiques qu'on a besoin en particulier pour des données structurées. Et automatiquement, les macros vont permettre d'importer tous les modèles de données, de définir les types correspondants et les façons d'y accéder dans le code Axe sans avoir écrit une seule ligne de code. Grosso modo, on parse le JSON qui est sorti de CastleDB avec des macros, on génère tous les types à la volée qui sont nécessaires pour avoir ces données en structuré et on génère les accesseurs pour charger les données, etc. Donc c'est les macros qui peuvent faire ce genre de choses, etc. Il y a plein d'utilisations possibles pour les macros. Très rapidement sur les outils, on va avoir des supports pour les IDE, Sublime Text, IntelliJ, FlashDevelop, etc. Il y a pas mal d'IDE qui supportent Axe de façon plus ou moins complète. Dans le bibliothèque, on va avoir des bibliothèques de génération de documentation, de code coverage, unit testing, etc. Tout est disponible sur lib.axe.org, qui est un packager de bibliothèque pour Axe. Vous avez un programme qui est disponible avec Axe qui s'appelle xlib. Vous faites xlib install le nom de la bibliothèque et vous y êtes. Pour le serveur web, donc, vous avez donc l'ORM qui est dans 6DB, que j'expliquais tout à l'heure, qui est basé sur les macros, qui vous permet de faire tout ce qui est requête SQL en strictement typé. Vous avez Razor et Templo qui sont des systèmes de templates. Vous pouvez utiliser côté serveur PHP, Java ou NecoVM avec un serveur d'application Torah, c'est des choses qui sont disponibles. Il y a un framework qui s'appelle Ufront qui permet justement d'unifier tout cela, c'est-à-dire en fait de ne pas proposer un framework monoplateforme, mais un framework multiplateforme qui vous permet de compiler, si vous voulez, de commencer sur PHP, puis après d'évoluer vers Java, mais avec la même code base. Voilà. Donc si vous utilisez Ufront, il y a ça qui est disponible. Pour ceux qui font plutôt du client JavaScript, juste Axe avec la classe JS jQuery, ça marche très bien. Hein. On a un jQuery entièrement typé qui fonctionne très bien. On peut facilement rajouter des classes, des accès à toutes les bibliothèques JavaScript en écrivant des externes. Donc une externe, c'est quoi? C'est on définit une classe externe, donc on dit externe class. On l'appelle par exemple AngularJS, voilà. Et puis après on peut définir tous les champs qu'il y a dans cette classe. Donc on met que les types, on définit toute l'API comme ça. Et quand on a tout défini, tous les types, et bien, du coup on peut l'utiliser, on peut dire n'importe quoi, je récupère une classe et faire une valeur, et puis ça je la type en AngularJS, et puis après je peux l'utiliser de façon typée dans mon programme. Bien sûr, l'externe est juste là pour typer à la compilation, elle est complètement éliminée au runtime, parce qu'il n'y a pas de type au runtime en JavaScript, mais ça permet de faire pas mal de choses. C'est modulaire, c'est assez flexible à utiliser, Axe, puisqu'on peut contrôler plein de choses. On peut choisir ce qu'on génère. On peut choisir, quand on compile en Axe, de dire je vais exclure tout un package, etc., parce que je sais qu'il est inclus dans un autre JS, etc. Donc on peut vraiment filtrer un petit peu ce qu'on veut. Il y a plein de codes d'options de optimisation là-dessus. Pour des applications qui sont un peu grosses, on a la dead code élimination qui va justement, grosso modo, même sur des applications qui ne sont pas particulièrement designées, on va dire, enfin qui sont assez compactes, on arrive à quand même enlever environ entre un tiers et la moitié du code, voire un peu plus si vous utilisez beaucoup de bibliothèques, et à réduire la taille du coup par 2 ou 3. Enfin, ça dépend des cas, on va dire. Si vous utilisez beaucoup de bibliothèques écrites en Axe et qui vous utilisez quelques fonctionnalités, plus vous avez des choses comme ça, plus on va réduire la taille de code, parce que plus on va utiliser qu'une partie de la bibliothèque. Voilà. Pour les jeux, il y a plein de trucs disponibles. Il y a OpenFL, je ne sais pas pourquoi le logo est parti. Flamby, Xpixel, Ipsio, Stencil. Il y a plein de technologies disponibles si vous faites des jeux. Je ne sais pas s'il y en a qui font des jeux dans la salle, peut-être quelques-uns. Papers, Please, c'est un jeu qui a été fait en... Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeu indépendant qui a été fait en Axe, voilà, par exemple. Et puis vous pouvez faire du Axe pour des applications mobiles, l'application desktop, les lignes de commande, etc. Il y a plein d'utilisations possibles. Juste un petit message pour finir.
Moi, je représente aujourd'hui la Axe Foundation, qui est une structure qui a été créée il y a 2 ans justement pour s'occuper de Axe. L'idée, c'est de manager l'évolution de Axe. Donc, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes à travailler dessus avec différents niveaux, sur le compilateur, sur les outils, etc. Le but, c'est de manager justement l'évolution de Axe sur le long terme. C'est un investissement à long terme parce que ça fait déjà, Axe, ça fait déjà 7 à 8 ans que ça existe. Bon, ça a été développé très progressivement. Ça fait depuis que 2 ans, je dirais, que la fondation est là pour structurer un peu tout ça et développer ça au-dessus. Axe, bien sûr, est entièrement open source. Hein, je n'ai pas précisé, mais bon, ça me semble un peu évident. Vous avez tout le code source sur GitHub avec on a tout ce que vous pouvez récupérer. Sinon, vous allez sur axe.org, il y a des téléchargements pour toutes les plateformes. C'est financé, donc Axe Foundation est financé par nos partenaires qui sont grosso modo les entreprises qui utilisent Axe. C'est-à-dire en fait, bon, j'ai présenté quelques-uns, Predit, Ivo, etc. Motion Twin et d'autres structures. Eux, en fait, on offre des contrats de support pour les entreprises qui veulent utiliser Axe de façon un peu sérieuse et qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui répond quand ils ont un problème. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ou me contacter directement. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la première question, c'est toujours la plus difficile. Une question? Oui. On va prendre le micro, ce sera plus facile pour que tout le monde puisse entendre la question. Juste pour être sûr, en fait, si j'utilise Axe et que je veux utiliser une librairie externe qui a été écrite dans un langage natif, par exemple, est-ce que je suis obligé d'écrire un wrapper pour pouvoir utiliser de manière fortement typée cette librairie externe dans Axe? Alors ça dépend. Par exemple, pour le bibliothèque Java, on peut directement importer le jar et avoir accès à toutes les classes qui sont présentes dans le jar. On a la même chose pour Flash, on a la même chose pour C#, mais pas pour toutes les technologies. Parce que toutes les technologies, par exemple pour JavaScript, quand il n'y a pas de déclaration typée, si on veut pouvoir accéder de façon typée, il faut écrire un wrapper. Bon, bien sûr, pour toutes les bibliothèques les plus communes, que ce soit jQuery, etc., il y a déjà des wrappers qui existent, il y a des gens qui ont déjà fait ce travail-là, donc il suffit de réutiliser ça. Pour des bibliothèques plus exotiques ou pour des bibliothèques plus custom, c'est possible d'utiliser un wrapper. L'autre solution, c'est d'utiliser des dynamiques et de faire du code non typé à cet endroit-là. Voilà. Ça répond à la question? Oui, oui, tout à fait. Merci. Autre question? Un truc un peu technique, un peu, non? Non? Bon. N'hésitez pas, je restais un peu dans le coin. Je serai là jusqu'à une autre présentation sur Chiro à 1h45. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, ou si vous vous rappelez d'une question que vous n'avez pas posée, vous êtes trop timide, vous pouvez venir me voir après, il n'y a pas de problème. Merci.